Voici un nouvel épisode occulte. Toutes les œuvres dont on va parler se trouvent dans la description de l'épisode. Vous y trouverez également les liens pour nous contacter ou simplement nous dire bonjour. N'hésitez pas à nous suivre et bonne écoute. On est de retour avec un nouvel épisode de Cult Podcast et j'ai le plaisir d'avoir Thibaut avec moi. Comment ça va? Salut Maxime, ça va très bien et toi? Ça va très bien. Aujourd'hui, on va se concentrer en fait sur la Grèce. C'est le retour des vacances. On a eu l'occasion d'aller un peu se détendre sur les plages ou peut-être en montagne. Et la Grèce va nous occuper pour quelques temps aujourd'hui. Quand on pense à la Grèce, c'est en fait une terre d'idées, de penseurs, de dramaturges, de poètes. Mais on pourrait dire que tout cela est resté dans l'Antiquité. Parce que de nos jours, j'ai quand même l'impression qu'il est difficile de trouver des écrits modernes qui résonnent dans la culture mondiale. Et par exemple, quand on cherche le nom d'auteurs actuels, on peut rester sur notre fin nom. On a en fait l'omniprésence de Sophocle, Platon, Aristote. On a aussi tout ce que Platon nous dit sur Socrate. Il y a Homère aussi. Et c'est un petit peu comme s'il se prenait pour Alexandre le Grand, qui cache le soleil des nouvelles générations. Et donc, les Diogènes d'aujourd'hui devraient demander aux anciens de se retirer de leur soleil pour qu'eux aussi puissent enfin briller. Dans cet épisode, on va discuter d'œuvres anciennes et actuelles. On a essayé d'en trouver quelques-unes. Comme on va commencer maintenant avec les œuvres anciennes, Thib, je sais que toi, tu t'es concentré sur Antigone pour commencer. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Oui, en fait, plus particulièrement, donc certes, c'est Sophocle, là, c'est ça au départ, mais moi, c'est surtout la version théâtrale de Jean Cocteau, parce qu'en fait, pour la petite histoire, j'ai fait un peu de théâtre amateur quand j'étais en humanité, et donc on a joué cette pièce-là, parce que c'était avec le prof de latin, donc forcément, c'était plutôt orienté pièce grecque ou romaine. Donc voilà, à ce titre, j'ai interprété, c'est un grand mot. En tout cas, j'ai eu le rôle d'Aimon, qui est le fils de Créon, roi terrible, comme on va le voir dans quelques instants. Et donc c'est comme ça que j'ai connu finalement cette pièce de Cocteau. Alors c'est pas la seule version, hein. Il y a aussi, je pense, une version plus connue d'ailleurs, c'est celle de Jean Anouilh. Donc un peu plus tard, puisque celle de Cocteau, je pense que c'est dans les années 20, oui c'est ça, 1922, alors que celle de Jean Anouilh, c'est une vingtaine d'années plus tard. Donc chacun en fait réécrit la pièce et il y a introduit quelque chose. Alors bon, moi je n'ai pas fait d'études comparées, je ne sais pas vous dire quelle est la différence entre les deux. En tout cas, pour celle de Jean Cocteau, c'est vraiment une version plus courte. Donc c'est une pièce en un acte, vraiment assez courte, quoi. Et donc pour revenir plus à l'essence ou je sais pas, du mythe ou quelque chose comme ça. Alors, peut-être pour un peu retracer quand même. Bon, je vous avoue que j'ai un copion devant moi parce que moi, la mythologie grecque, je ne connais pas suffisamment pour pouvoir tout citer de mémoire. C'est peut-être un peu dommage, mais bon, voilà. Et donc, ce que ça raconte, en fait, c'est donc l'histoire de Antigone. Donc, Antigone, c'est la fille de Édipe et Jocaste, donc qui sont anciens souverains de Thèbes. Et alors, donc, elle est aussi la sœur de deux frères qui se sont entretués. Les deux frères s'appellent Éthéocle et Polynice. Et donc, suite à tout cela, en fait, finalement, c'est Créon, l'oncle des deux frères, qui devient le roi. Et alors, lui, il décide en fait que finalement, il y a un seul des deux frères qu'on va honorer, qui va recevoir tous les honneurs dû à sa mort, et l'autre est condamné pour traîtrise, et donc il ne sera pas enterré avec tous les honneurs qui lui sont dus. Mais Antigone va finalement s'opposer à cela. Comme souvent dans la mythologie, tout ça finit un peu tragiquement, parce qu'il y a beaucoup de morts, on peut s'en douter, je vais m'arrêter là. Et voilà, donc ça c'est cette pièce donc, de Jean Cocteau assez courte. Donc, comme je vous disais, je peux pas juger sur... J'imagine que c'est très fidèle évidemment à la pièce de Sophocle initialement. Voilà, c'est vrai que ça pourrait être intéressant en fait de lire finalement les différentes versions et de se rendre compte, tiens, qu'est-ce qu'on a voulu y apporter. Parce qu'un peu plus tard, je parlerai d'autre chose, donc une autre partie de la mythologie. Et là, par contre, c'était peut-être un peu plus simple de voir ce que l'auteur a pu y apporter. Est-ce que tu te souviens d'une de tes répliques? Pas une de mes répliques, mais une des répliques du roi Créon, parce qu'à un moment, je lui donnais la réplique, et il disait l'argent ignoble, l'argent ruine les villes, fausse les cœurs droits, démoralise tout. Et je m'en souviens en fait parce que donc c'était le prof qui interprétait le rôle. Et il le disait avec une certaine emphase. Et donc, voilà, cette réplique-là est restée. Et même entre nous, dans la troupe, donc tous les élèves, on en riait un petit peu, en fait, parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'emphase dans, dans cette réplique, quoi. C'est pour ça que c'est la seule, finalement, qui m'est restée. Et je reparcourais la pièce, justement, en préparant ce podcast. Je lisais les répliques, mais elle ne me disait plus rien. Donc, non, j'ai vraiment tout perdu. Bon, après, c'était il y a combien d'années? 15 ans? Voilà.
Ouais, ça fait un bail. Mais moi, je me souviens, je pense avoir lu la version de Johannaoui. Je crois que Antigone essayait même elle se rendait pas mal sur la tombe de son frère. Oh, Je, c'est possible, je je ne... pense qu'elle a essayé de lui donner un enterrement digne Oui, de ça, son nom. c'est ce qu'elle... Ça, oui, ça, Ouais. effectivement. Elle brave l'interdit de Créon, ça, c'est vrai. Mais oui, parce que dans la version, pour te dire, c'est même publié avec une autre pièce, hein, la version de Cocteau, elle ne fait que 55 pages. Hein. Donc, c'est vraiment, vraiment très court, même pour une pièce. Et par exemple, comme beaucoup de choses sont simplifiées, je ne sais pas si c'est comme ça aussi dans d'autres versions, mais donc il y a souvent un chœur hein, dans les pièces grecques comme ça. Mais le chœur, c'est une seule personne en fait. C'est pas, il n'y a pas voilà, un groupe. Non, non, c'est une seule personne. Voilà, voilà. D'accord. Eh bien, donc, moi aussi, je me suis jeté dans les œuvres antiques et j'ai passé en revue. Donc, c'était une lecture assez intéressante, c'est La République de Platon. Je ne me souviens pas avoir lu de texte ancien dans leur entièreté. C'était un exercice assez intéressant de le lire de manière sans censure. Disons, la seule censure, ça pourrait peut-être être la traduction. Mais le fait de pouvoir lire cette œuvre dans son entièreté, c'était assez intéressant. Donc, c'est un dialogue utopique donc sur la création d'un état idéal. Et comme comparaison, il y a aussi l'œuvre Utopia de Thomas More, était aussi très intéressante dans son style, qui est une œuvre aussi qui tente de créer une société idéale, qui était peut-être un peu plus concrète que la République de Platon, mais qui ici discute beaucoup de différents régimes politiques. Et donc, en fait, d'une certaine manière, l'œuvre est divisée en 10 livres, si je ne me trompe pas. Il y a une partie sur la moralité, avec notamment l'exemple de l'anneau de Gygès, qui est une histoire où un berger trouve un anneau qui lui permet de devenir invisible. Et donc, c'est une sorte d'étude sur la moralité, parce que ce berger, tout d'un coup, ne craint plus la justice et peut se permettre de tuer, de voler ou de violer. Donc, notamment, il va tuer le roi et épouser la reine. Et la question, c'est si cette bague a notamment influencé Tolkien, parce qu'on a le Seigneur des Anneaux avec un anneau qui va corrompre. On a l'exemple de Gollum qui était un hobbit comme les autres et qui maintenant est devenu un sous-homme. Donc, est-ce que Tolkien a été inspiré par cette histoire ou non? Et j'ai fait un petit peu de recherche. Apparemment, il n'en parle pas dans ses notes ou dans ses lettres. Il se peut qu'il ait été simplement influencé par des mythes nordiques, des contes nordiques, parce que ça, c'était aussi un thème assez récurrent. Donc, une première partie sur cette moralité, puis il y a aussi sur la création de la cité. Donc, la cité est nécessaire pour permettre une bonne division du travail. Donc, là, il y a un côté plutôt économique où chacun a sa place dans la société. Les citoyens font ce qu'ils savent faire de mieux. Et Socrate discute en fait, donc Platon nous conte les mots de Socrate. Il discute de l'importance d'avoir une agora, une sorte de place de marché, l'importance de la monnaie comme moyen d'échange, etc. Il y a ensuite un passage sur les soldats, l'importance d'avoir une armée qui se spécialise aussi dans la guerre. Donc, c'est pas l'idée d'avoir, par exemple, des volontaires qu'on peut facilement déployer sur le terrain. Il faut des soldats qui soient des professionnels de la guerre, mais qui aient aussi une âme assez cultivée et un corps bien formé par les exercices de gymnastique. Et la dernière partie, on va mentionner aussi l'allégorie de la caverne, donc la perception versus la réalité, donc avec ce groupe d'hommes captifs enchaînés dos à la sortie et qui ne voient du monde que les ombres des objets, qui sont en fait reflétés par la lumière d'un feu, et donc ils sont vraiment persuadés qu'il s'agit de la réalité. Et donc la question, c'est que se passe-t-il si un homme est en mesure de briser ses chaînes, de découvrir la réalité et d'ensuite compter à ses camarades qu'ils vivent une illusion? Que se passerait-il? Et la dernière partie assez intéressante, c'était sur les 5 classes de gouvernement. Comment est-ce que l'on peut passer d'une classe à l'autre? On commence par l'aristocratie, où là, on va nous dire que c'est une élite qui est intellectuelle, technocratique ou philosophique. Et naturellement, une corruption commence à s'immiscer dans cette société. Et ça va mener à la timocratie. Et donc, ça, c'est une société où la recherche du profit est effrénée. C'est la classe dirigeante qui va mener naturellement à une oligarchie, donc qui est un plus petit groupe, une sorte de surconcentration de ces richesses aux mains d'un plus petit nombre d'individus. Et puis petit à petit, on va avoir une population qui va se soulever, qui va mener à la démocratie, qu'on connaît bien. Mais le problème, c'est que
petit à petit, dans la démocratie, les paresseux vont s'occuper des affaires publiques. Donc là, il y a déjà une certaine clairvoyance, je pense, de Platon, de Socrate. Puis, il y a un deuxième groupe avec ceux qui s'enrichissent via le commerce. Et puis, il y a des travailleurs qui ne s'occupent pas de la politique. Donc ça, c'est le groupe le plus nombreux. Mais petit à petit, il y a l'anarchie qui va s'installer et un tyran qui va apparaître. Et il se prétend protecteur, soutenu par la masse. Il redistribue les richesses et les terres. Ça résonne assez bien. Si on regarde le siècle passé, en Europe, on a pas mal d'exemples. Ce tyran va provoquer des guerres et grâce à cela, les citoyens vont avoir besoin d'un chef. C'est évidemment la personne idéale pour s'en occuper. Il va se séparer de ses critiques. Évidemment, les critiques vont périr pendant la guerre. C'est toujours un moment idéal. Et surtout ceux qui vont défendre les idées de liberté. Et donc, au final, il devient officiellement tyran. C'est la peur de la mort et l'argent souvent qui vont calmer ceux qui pourraient encore le renverser. Donc ça, c'est la clairvoyance qu'on voit et qui nous est contée dans cette œuvre qui a plus de 2500 ans. Donc ça reste assez impressionnant comme clairvoyance. Moderne, quoi, finalement. Très moderne. Et en fait, ça, j'en parlerai dans la prochaine partie. Mais on va voir que c'est Platon, mais surtout Socrate, ont vécu dans l'âge d'or d'Athènes. Et donc, ils ont vu passer devant eux tous ces types de gouvernements. Donc, c'était aussi du pain béni pour eux de pouvoir vraiment comparer ces différentes époques et d'en tirer certaines conclusions. C'est une œuvre que je recommande qui est peut-être pas si facile à lire, mais qui parfois a certaines répétitions peut-être dans la manière, c'est une sorte de dialogue avec des preuves, parfois par A plus B. Donc on voit Socrate qui pose évidemment beaucoup de questions et qui essaie de prouver que ces interlocuteurs qui se prétendent être des experts, de leur prouver qu'ils n'ont pas toujours raison ou d'essayer de les faire raisonner autrement. Et donc ça, c'était pour la République de Platon. C'est peut-être pas un livre à lire à la plage. Oui, j'allais justement avoir cette question de Béotien. C'est accessible en fait ou ça demande certaines connaissances Je dirais que c'était peut-être plus accessible que je ne pensais. Ça peut aider d'être accompagné d'une certaine note, oui. ou de note explicative, oui, pour aller plus en profondeur. Mais j'imagine aussi que on dit souvent que la philosophie elle commence avec les Grecs, donc forcément ça ne s'appuie peut-être pas sur des siècles de philosophie et que donc forcément la philosophie contemporaine est peut-être plus difficile parfois à aborder que ceci. Ah oui, parce qu'on pourrait dire qu'il y a comme ça plusieurs couches, donc on arrive parfois à un niveau d'abstraction assez élevé. Si on pense peut-être à Kant ou Nietzsche, pour citer ces deux-là. Tandis que là, c'est peut-être des principes de base. Donc vraiment, Socrate, il voulait se concentrer sur ce qu'est une bonne vie, comment mener une bonne vie, comment être intègre, et des thèmes du genre qui restent assez abordables. Oui, et encore concret finalement. Et très concret toujours. D'une certaine manière, il donne un peu l'impression d'être le premier stoïque aussi, sans nommer le terme, de par son approche un peu de la vie aussi. Donc, mais ça, j'en parlerai en longueur dans la prochaine partie. Ok. Et c'est amusant que tu parles un peu du Seigneur des Anneaux, parce que moi, je suis en train de reprendre vraiment tout ça en ce moment. J'aurais pas imaginé. On pourrait voir le lien en disant, bah oui, c'est aussi une certaine mythologie en soi. Bon, là, relié à la Grèce, c'était peut-être plus compliqué, mais c'est amusant que tu en parles justement. Oui, mais en lisant l'exemple de cet anneau, je me suis dit, qu'en est-il de Tolkien? Et j'ai fait une recherche. Il n'y a pas vraiment... Enfin, je dirais que le consensus est quand même plutôt de dire qu'il ne s'est pas inspiré de cette histoire, mais il y a quand même quelques voix qui s'opposent à cette approche-là, mais aussi sans avoir de preuves très concrètes. Oui, d'accord. Mais on va encore rester dans la mythologie, mais non, parce que toi, ce n'était pas de la mythologie. Hein, mais en tout cas, on va rester dans cette partie antique, on va dire, de la Grèce, puisque je vais vous parler de la pièce Les Mouches. Donc, pour le coup, c'est plus contemporain, puisque c'est Sartre qui l'a écrite. Mais évidemment, ça s'inspire de nouveau de la mythologie, puisqu'ici, c'est en fait la branche des Atrées pour les spécialistes, où ils se sont aussi beaucoup entretués entre eux, comme souvent. Et donc ici, en fait, on retrouve l'histoire d'Oreste. Donc en fait, Oreste, c'est le fils de Agamemnon et Clytemnestre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand il était très jeune, donc alors qu'il avait 3 ans, Clytemnestre a fait assassiner avec l'aide de son amant.
Égiste, le père, donc Agamemnon, et puis eux deux avaient ordonné de faire disparaître finalement Oreste. Mais donc ceux qui ont été chargés de le faire disparaître ont eu pitié et ne l'ont finalement pas fait, ont abandonné, ou en tout cas ils l'ont laissé en vie. Mais des années plus tard, en fait, Oreste il revient, et avec finalement le but de venger finalement son père. Et donc dans la pièce de Sartre, il revient ici alors que sa ville est envahie par les mouches, hein, d'où le titre de la pièce. Et alors, là, en fait, ce à quoi il est confronté, c'est un peuple finalement torturé par les tourments de ses crimes jusqu'au souverain. Et alors, sa sœur, qui s'appelle Électre, elle est réduite en esclavage. Elle essaye un peu de se révolter, mais le dieu Jupiter l'en empêche. Et finalement, donc, là, je vais quand même aller un peu jusqu'au bout de la pièce. Donc, Oreste parvient à venger son père et donc il tue Égiste, et donc son beau-père, et Clytemnestre, sa mère. Et il va assumer son crime jusqu'au bout, puisque il va finalement quitter la ville en assumant son crime et en emportant avec lui les mouches qui parasitaient un peu comme ça toute la ville. Alors, bon, de nouveau, moi, je ne connais pas la version initiale. Je ne sais même pas d'ailleurs qui, je ne sais pas si c'est un grec au départ qui a raconté ce mythe. Mais en tout cas, ici, donc je pense que c'est la deuxième pièce de Sartre, hein, donc qui a été créée en 1943. Et donc, c'est ici une pièce plus importante, contrairement à la précédente dont je parlais tout à l'heure, parce que c'est une pièce en 3 actes. Et là, par contre, on sent moi je trouve, si on connaît un tout petit peu Sartre, on sent très fort ce qu'il a voulu y mettre, puisque il y a une des phrases les plus connues finalement, c'est une phrase de Jupiter qu'il dit à Égiste, et ce qu'il dit c'est « Le secret douloureux des dieux et des rois, c'est que les hommes sont libres ». Car Sartre ici va nous parler de liberté. En fait, pourquoi est-ce que je voulais vous parler aussi de cette pièce? Je vais peut-être commencer par là. C'est parce que elle était au programme, comme beaucoup, on utilise à un moment ou l'autre dans nos études. En tout cas, dans nos humanités, on est confronté comme ça à Sartre. Et moi, j'avais été très marqué par les extraits qu'on avait eus des mouches. Et donc, c'était vraiment ce qui m'avait donné l'envie de lire la pièce. Oreste, à un moment, il explique vraiment que chaque homme doit trouver son chemin et que aucun chemin n'est facile, mais lui, il choisit son chemin et c'est pour ça que que pour lui, c'est le bon chemin et donc c'est pour ça qu'il assume ses actes. Donc, il parle beaucoup de liberté et finalement, on a les prémices, mais en tout cas, on sent toute la philosophie existentialiste de Sartre, sans pour autant, moi, j'ai pas lu L'être et le néant ou des choses comme ça, mais sans avoir spécialement lu ses écrits philosophiques, mais en étant simplement un peu familier de ces concepts, on les retrouve très fort dans la pièce. Moi, c'est des choses qui me parlaient beaucoup à l'époque et qui me parlent toujours beaucoup aujourd'hui, parce que c'est un peu peut-être un idéal, mais je trouve aussi que ce sont nos actes qui nous définissent. Ce sont optiques de se dire que on a finalement beaucoup de cartes en main et qu'on ne doit pas toujours s'en remettre à peut-être à l'encontre de l'époque. Et là, je vais faire vraiment parler comme un vieux con. Mais plutôt que d'essayer toujours de se trouver des excuses, d'imputer la faute à d'autres ou des choses comme ça, je trouve que ça remet vraiment la responsabilité dans chacun d'entre nous, quoi. Oui, nous sommes la somme de nos actions. Oui, exactement. Et de nos erreurs aussi, donc. Et donc, c'est vrai que si, comme je répète, moi, j'ai pas lu les écrits philosophiques de Sartre parce que ça, pour le coup, je pense que c'est pas comme ce que tu as expliqué tout à l'heure. Là, je pense que sans un certain bagage philosophique, c'est assez compliqué. Sauf peut-être son texte L'existentialisme est un humanisme, qui est en fait le texte d'une conférence qu'il avait donnée. Mais au-delà de ça, je pense que c'est assez compliqué. En revanche, la pièce est une bonne manière de se confronter à sa philosophie et de la comprendre, finalement. Oui. Et du coup, quand tu expliquais, je me suis posé 2 questions. Agamemnon, on le connaît aussi dans la guerre de Troie. Oui. Et donc, c'est après la guerre de Troie qu'il se fait tuer. Oui, c'est ça. C'est justement quand il revient de la guerre de Troie, je pense que c'est à ce moment-là qu'il se fait tuer, ou un peu après, quoi. D'accord. Ouais. Et puis, je me demandais aussi, parce que, du moins, les versions folio ou le poche, on voit que huis clos et les mouches sont souvent édités ensemble. Oui, tout à fait. Oui, je me posais la question, quelle est la raison? Mais je sais pas, mais ce qui se passe, c'est que le théâtre, évidemment, c'est toujours texte assez court, donc ça justifie le fait d'en faire un seul volume avec 2 pièces, puisque finalement, le total, tu vois, ça fait
240 pages, donc on n'est pas en quelque chose de très très gros. Et après, je ne sais pas si je pense Les Mouches a été pour moi écrite avant Huis clos, mais pas de beaucoup. Hein. Mais non, à part ça, je ne sais pas. Et c'est vrai que de ça, on connaît plus Huis clos, hein, parce que il y a toujours cette fameuse phrase mal comprise, l'enfer c'est les autres, et on a toujours l'impression que du coup, c'est philosophie individualiste, alors que c'est pas du tout ce que Sartre veut exprimer là-dedans. Et donc c'est vrai qu'on connaît beaucoup plus finalement Huis clos que Les Mouches, alors que moi je trouve que la pièce est meilleure, Les Mouches, mais bon, ça c'est mon avis personnel. Et ça illustre, c'est plus facile, finalement elle est plus facile, je trouve elle est plus facile à comprendre que Huis clos. C'est un peu dommage de ce point de vue-là qu'on mette toujours le focus sur Huis clos. Ouais, et moi j'ai un doute, je ne suis pas sûr de l'avoir lu, étant donné c'était dans une même édition, peut-être qu'à l'époque j'ai quand même fait l'effort. Je passerai en revue alors, oui. Mais sinon, moi j'ai retrouvé la fameuse réplique de Oreste où il dit « J'ai fait mon acte, Électre, et cet acte était bon. Je le porterai sur mes épaules comme un passeur d'eau porte les voyageurs. Je le ferai passer sous l'autre rive et j'en rendrai compte. Et plus il sera lourd à porter, plus je me réjouirai, car ma liberté, c'est lui. Hier encore, je marchais au hasard sur la terre, et des milliers de chemins fouillaient sous mes pas, car ils appartenaient à d'autres. Je les ai tous empruntés, celui des haleurs qui court au long de la rivière, et le sentier du Meuletier, et la route pavée des conducteurs de chars, mais aucun n'était à moi. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un, et Dieu sait où il me mène, mais c'est mon chemin. » Voilà, je trouve que c'était un passage formidable, et probablement celui qui illustre le plus, à mon humble avis, mais ce que Sartre voulait exprimer dans cette pièce. Je crois que ce sera aussi du bon contenu pour poster sur Instagram. Donc, je vais réutiliser cette citation aussi. Il faut trouver une belle photo pour le mettre avec, alors. Ouais, d'accord. Ou alors une photo de Sartre. Ouais. Oui, mais ça ne risque pas d'attirer les gens, Non. pour le coup. Ils n'ont pas envie de lire en dessous. Ok, oui, ça c'était intéressant. Et donc là, je voulais continuer sur la partie Grèce antique avec passage sur Athènes pendant l'âge d'or, Socrate et la recherche de ce qu'est une bonne vie. Et donc ça, c'est le titre du livre de Bethany Hughes, qui est en fait la coupe de Sigu, Socrate, Athènes et la recherche de la bonne vie. Un petit mot sur l'auteur, donc c'est une historienne de profession et elle fait souvent des documentaires pour la BBC de nos jours. Donc il y a eu notamment sur Confucius, Bouddha et Socrate, où elle parlait de ces trois penseurs qui presque à la même période ont quand même eu un impact assez important sur la pensée mondiale. Et donc l'auteur va nous prendre par la main et nous guider dans l'Athènes de l'Antiquité, dans les pas de Socrate aussi. Mais elle insiste beaucoup qu'elle a plutôt une expertise en histoire et non en philosophie. Donc, elle va garder les idées philosophiques un peu de côté, mais quand même essayer de nous donner une idée de ce que Socrate pouvait ressentir, vivre et comment il a influencé la ville d'Athènes à l'époque. Donc, on va suivre Socrate à travers sa vie. Il est tour à tour philosophe, soldat, parce qu'il partira notamment à l'étranger pour guerroyer dans certaines guerres du Péloponnèse. Il est bon vivant, c'est un hédoniste, et puis il est à nouveau philosophe quand il est de retour à Athènes, et vers la fin, il sera prisonnier et condamné à mort. Donc, la vie de Socrate, elle coïncide avec cet âge d'or qui arrive à Athènes, avec la démocratie, mais aussi avec le règne des 30 tyrans qui suivit en fait la démocratie. Il y a la guerre du Péloponnèse avec les tensions avec Sparte, avec la Perse. Et au départ, donc, c'est une ville qui est, de manière générale, qui est dévastée par la guerre, mais en même temps qui se transforme via le processus démocratique. Donc la démocratie commence à naître vers les débuts de la vie de Socrate. Et l'auteur parvient à recréer une ville du 5e siècle avant notre ère, en s'inspirant de pas mal de sources archéologiques, topographiques, textuelles, pour essayer de nous éclairer ces rues où Socrate se baladait, souvent pieds nus. Ça reste aussi un fait assez marquant. Et un Socrate qui n'a laissé aucun écrit, donc de ce qui nous est parvenu après presque 3 millénaires, il n'a jamais vraiment écrit. Donc ce que l'on sait, c'est souvent des choses qui nous viennent de Platon. Et donc on va souvent traverser l'agora avec lui, cette place du marché, le cœur d'Athènes, l'Athènes antique, où il aimait dialoguer et haranguer tout un chacun et questionner soit les connaissances, soit les croyances. Mais c'est aussi la place où il sera, plus ou moins dans le quartier, où il sera condamné à mort. On le suit tour à tour sur les champs de bataille, les gymnases et les fêtes religieuses auxquelles il assistait. Donc, il
Il y a aussi évidemment une partie de fiction. On essaye de lui redonner la vie pour l'espace de 300 pages. Et donc, l'Athènes de l'époque, c'est la naissance de la démocratie, puis il y a la liberté d'expression qui vient avec, mais aussi la liberté d'offenser, qui est assez importante. Et donc, Socrate, il en use et il s'en amuse. Il se rend compte qu'il peut poser des questions, mettre ses concitoyens parfois sur la touche, en posant des questions qui les mettent peut-être un peu mal à l'aise. Mais par la suite, cette démocratie va trébucher, chuter. On a l'arrivée d'un régime tyrannique avec les 30 tyrans. C'est un régime qui ne va pas durer très longtemps, plus ou moins 8 mois, mais qui va laisser des traces avec une violence extrême, un règne de la terreur et aussi un régime qui sera ensuite remplacé par une oligarchie. Quand la vie se sera un petit peu apaisée, donc on va reprocher à Socrate certains liens qu'il aurait pu avoir avec les 30 tyrans, notamment un de ses anciens élèves était à la tête de ce groupe. Alors que beaucoup d'intellectuels étaient partis en exil ou avaient été tués, lui, Socrate, il était resté dans la ville d'Athènes, disant que pour lui, que c'était le seul endroit où il souhaitait vivre ou mourir. Et donc, en fait, pour terminer, si on devait parler des crimes de Socrate, parce qu'il a été condamné à mort, condamné à boire la ciguë, qu'est-ce qu'on lui reproche? La première chose, c'est qu'on lui reproche, en fait, d'avoir corrompu la jeunesse. Ça, c'est d'avoir peut-être essayé d'attirer les jeunes vers une pensée un peu différente, de les avoir écartés des dieux de la cité. Peut-être qu'on lui reprochait à un moment aussi des liaisons avec cette jeunesse, le fait qu'il ait corrompu des âmes vierges, si on peut dire, des âmes immaculées. Deuxième point, c'est la remise en doute des dieux anciens de la cité. Et puis le troisième, c'est la promotion de nouveaux dieux. Et donc là, par nouveaux dieux, on pense notamment aux démons internes qu'il avait. C'était une sorte de voix intérieure. Et apparemment, il s'appuyait assez sur ça. C'est en fait ce qu'on appelait à l'époque un signe démoniaque, une voix intérieure qui lui permettait de se détourner des mauvaises actions avant qu'il ne commette une certaine erreur. Et par exemple, c'est ce signe qui lui aurait empêché d'entrer en politique. Il s'est rendu compte que c'était à éviter. Pour résumer, moi je dirais que pour le positif, c'était une sorte de biographie sur Socrate. C'est une œuvre assez difficile à mettre en place, parce qu'on ne peut se baser que sur les écrits de Platon et de Xénophon, qui étaient les disciples de Socrate, mais aussi du détracteur Aristophane. Et puis alors, pour combler les trous, Bethany Hughes a essayé de se baser sur des événements à échelle macro pour un peu guider son histoire et donner une impression sur les situations de l'époque. Ça reste un bel effort. Du côté négatif, c'est un livre qui est parfois peut-être un petit peu décousu, avec perd parfois un peu la trace de Socrate. Alors au départ, le livre se présente peut-être un petit peu comme une biographie de Socrate, tandis qu'on passe quand même pas mal de temps sur l'Athènes de l'époque. Mais c'était sûrement, on n'a peut-être pas d'alternative étant donné qu'il faut pouvoir fournir un récit qui soit assez cohérent. Donc ça permet de peut-être combler certains trous, de parler de la ville d'Athènes en longueur. Donc ça, c'était peut-être sur le point négatif de ce côté-là. Est-ce que c'est long? Pour être honnête, j'ai trouvé ça assez long. Oui, c'est combien de pages en fait? C'est ça que je me demandais. Je crois que c'était plus ou moins 300 pages. Ah oui, ok. Oh non, 300, 350, mais par moment, j'ai trouvé que c'était assez long. Peut-être par le fait que c'était assez décousu, que je ne sentais pas vraiment progresser à travers le récit. Peut-être aussi des passages qui n'étaient pas nécessaires. Mais c'était... Et comment es-tu tombé là-dessus? Tu recherchais vraiment quelque chose justement de biographique? Eh bien ça, j'essayais de retrouver la trace parce qu'en fait, par exemple sur Goodreads, le site où une sorte de bibliothèque avec plein d'avis sur des livres, c'est un livre qui n'a pas tant de succès que ça, malgré le fait qu'il ait un score assez raisonnable. Donc j'ai l'impression que c'est pas spécialement un succès populaire, bien que ça a été plutôt bien écrit. Moi, je connais l'auteur via son livre Istanbul. Donc, elle a écrit aussi une belle brique sur l'histoire d'Istanbul à travers les âges. Je ne l'ai pas lu, mais par hasard, j'ai vu qu'elle avait aussi écrit sur Socrate. Et donc, je me suis dit que j'allais le passer en revue. Elle a aussi son petit succès en TV avec des documentaires sur Socrate, sur l'histoire. Elle est assez connue via la BBC, probablement en croisant toutes ces sources. Je suis tombé là-dessus. D'accord, d'accord. Ça reste quand même un livre intéressant. Donc là, en français, je ne sais pas s'il a été traduit. Donc, ce serait la coupe de ciguë. Donc, Socrate, Athènes et la recherche de la bonne vie. Et en anglais, c'est The Hemlock Cup.
Donc hemlock, apparemment, c'est la plante ciguë, qui est donc le poison qu'il a été forcé de boire. Donc c'était en fait Mhm. pour qu'Athènes puisse se détacher d'avoir tué ordonné la mort à un citoyen. C'était en fait une sorte de suicide volontaire. Donc ça, c'est aussi l'approche pour rester pur du côté de la ville d'Athènes. Et Ouais, ouais. je vois que c'est un livre assez récent, hein, finalement. Je ne m'imaginais pas, je crois que c'est sorti en 2011 apparemment. Parce que j'essayais de regarder si c'était traduit, mais jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé. Non, ça c'est de par le succès plutôt limité. Oui, oui, bien sûr, mais bon, après, si c'est une biographie reconnue, ça peut avoir un intérêt académique, par exemple, hein. Mais là, comme ça, je ne vois pas de traduction à première vue. Peut-être le problème, c'est que ce soit une biographie plutôt historique plutôt que philosophique. Donc, du coup, on Mhm, parle d'un caractère qui pourrait intéresser s'il y avait peut-être une consonance plus philosophique mhm. dans l'œuvre. Alors qu'ici, c'est du côté historique et ouais, on pourrait peut-être dire que c'est un personnage peut-être moins intéressant au niveau de l'impact sur l'histoire que sur la pensée. Ouais, peut-être. Écoute, pour changer un peu maintenant, je proposerais bien qu'on parle un peu de cinéma, puisqu'on n'en a pas encore parlé jusqu'ici. Et alors, ben en fait, on pourrait d'abord commencer par parler de Troie, donc le film Troie, qui est sorti en 2004, de Wolfgang Petersen, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, il me semble, en août 2000. Oui, c'est ça, donc il y a un gros mois, on va dire. Et donc, le film est sorti en 2004, et en fait, bon, par faire toute l'histoire de la guerre de Troie le fameux cheval, hein. Finalement, je pense que dans tous les mythes qu'on aurait évoqués aujourd'hui, c'est sans doute le plus connu. Mais ce qui est intéressant en fait avec ce film, c'est qu'il a vraiment remis la mode des péplums en fait au cinéma. Parce que ben, jusque-là, en fait, les péplums, ben, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît Ben-Hur, mais ça, je sais plus, c'est les années 50, quelque chose comme ça. Moi, je connaissais aussi Quo Vadis, ça c'est un film des années 50 aussi. Donc voilà, c'était quelque chose qui était finalement un peu perdu. Et là, ça a vraiment relancé une mode, puisque après Troie, ben, on a eu Alexandre, un peu moins d'un an plus tard. On a eu aussi le film 300, qui a eu pas mal de succès. On a eu Noé, Exodus de Ridley Scott. Enfin, voilà, donc il y en a eu vraiment beaucoup plus de films finalement, parce que ça a vraiment relancé un genre. Alors moi, personnellement, j'ai préféré Troie à Alexandre parce que donc Alexandre, moi je me rappelle, on était allé les voir avec l'école puisque ben, on avait un peu poussé les profs parce que c'est l'occasion de faire une sortie puisque voilà, film historique, voilà l'intérêt. Et donc on avait un peu motivé les profs de latin. C'est comme ça qu'on avait réussi à y aller. Et personnellement, Alexandre, j'avais trouvé ça fort long en fait, avec vraiment des baisses de rythme importantes. Déjà à l'époque, alors que j'étais jeune, j'avais senti ça. Donc je pense que 3 est pour cela mieux rythmé, que j'avais préféré. Mais alors ce qui est aussi peut-être là où je parlais de quelque chose que j'aime beaucoup aussi, c'est que dans le film Alexandre, la BO a été faite par un grec en fait, Vangelis. Vangelis, ben, qui est mort cette année aussi, en mai 2022. Et ben, pionnier de la musique électronique en fait dans les films, donc ça qui a vraiment marqué très très fort l'histoire des musiques de films. Ben, on connaît les chariots de feu, surtout ça en fait, hein, ben, notamment qui avait été réutilisé lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Londres, hein, où Rowan Atkinson en faisait une espèce de parodie en appuyant toujours sur la même note, parce que finalement le thème c'est ça, c'est une seule note. Alors, très connu aussi pour le film 1492, Christophe Colomb, c'est aussi lui qui avait fait la musique. Donc, Alexandre n'est pas un film dans lequel il est resté, mais bon, moi, je me rappelle qu'à l'époque, c'est comme ça que je l'ai découvert, en fait. C'est ce que j'avais été plus marqué par la musique de film que le film en lui-même. C'est peut-être un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Et puis, c'est resté, c'est vraiment, moi, en tout cas, moi, ce sont des musiques que j'écoute même en dehors, donc je peux vraiment, comme ça, si j'ai envie d'une musique un peu plus, on va dire, épique parfois, ou des choses comme ça, ben, c'est des choses qui me plaisent beaucoup. Donc, pour se motiver, par exemple, avant un triathlon ou quelque chose comme ça peut mettre en condition. Donc, c'est pas plus, c'est pas plus mal. Mais donc voilà, donc Vangelis qui a été finalement compositeur marquant de la musique électronique et en particulier de la musique de film. Tu les as vus ces films-là, toi, Maxime? Je pense avoir vu 3. Et puis là, je me disais, je regardais un petit peu le casting des deux côtés. Le casting était peut-être un petit peu plus solide du côté du film de 3, parce qu'on avait Ouais. notamment... Je vois qu'il y a Brad Pitt, évidemment. Il y a aussi Orlando Bloom, qui avait pas mal de succès à l'époque, entre les films pour Le Seigneur des Anneaux. Donc, je crois que ça a peut-être eu un peu plus Ben, quand tu vois de d'impact. l'autre Ouais. côté, tu as quand même Colin Farrell, Angelina Jolie, Val Kilmer. Donc, tu as quand même. En tout cas, ce que je me rappelle, c'est qu'on s'était beaucoup moqué de leur coupe de cheveux aux deux, quoi. À la fois à Brad Pitt et à Colin Farrell à l'époque. Donc, Ah, ok.
Faudrait que je regarde. Je pense que leur prestation en elle-même n'avait pas été spécialement marquée. Non, je pense c'est possible aussi. Ça m'a pas trop marqué non plus. C'est vrai, tu parlais de l'impact de Troie. Il y a aussi maintenant, en fait, au niveau informatique, le cheval de Troie aussi, qui est un type de virus. Oui, c'est Par vrai. exemple, on va télécharger un bête programme et puis à l'intérieur, il y a aussi un bout de script qui est un malware. Donc, Et c'est plus le mythe que le film la référence, hein, pour le Ouais, coup. c'est vrai. Parce que là, je vois par hasard qu'il y avait aussi, il y a aussi Odysseus qui était joué par Sean Bean et je m'en souvenais pas du tout. Même si évidemment, il fait partie de l'histoire, vu que c'est Homère a son poème très connu. J'avais aucun souvenir de ça non plus. Je dirais peut-être, alors le film Gladiator, si on parle de film Oui, c'est vrai qu'il y a eu en Gladiator sandales. un peu avant. C'est vrai, un peu avant 3, ouais, t'avais eu ça aussi. Et ça, oui, c'est parce que le film date de 2000, ouais. Mais il a quand même fallu attendre donc 2004 avant de finalement retrouver un péplum qui a marqué, enfin en tout cas, qui a eu un succès suffisant pour vraiment accélérer toute une série de productions, quoi. Mais c'est vrai, oui, il y avait eu ce film-là aussi. Ouais. Et puis je regardais parce que je pensais aussi au film Braveheart, mais que je n'ai pas vu, qui est aussi que je connais juste de nom, sans avoir vu avec Ah, Mel ça, c'est Gibson encore plus vieux, en ouais. 95, je pense. Ouais, c'est ça. Mais là, ça en est plus dans du péplum vraiment, hein. Parce que j'ai pas vu le film non plus, hein, mais là, c'est plutôt le Moyen-Âge en Angleterre. D'accord. Parce que pour moi, peplum, je me disais épée et sandales. Et du coup, ces chaussures Antiquité fermées. surtout. Antiquité, je pense, surtout. D'accord. Ouais. Moi, en Angleterre, ils avaient des chaussures fermées. Il pleut un peu trop, je pense. On a pas mal discuté sur la partie mythologique, la partie Grèce antique. Devant nous, il y a l'avenir, les temps modernes. Et c'est justement le sujet du prochain podcast. On parlera de la Grèce contemporaine. Et voilà qui termine un nouvel épisode de Curls. À la prochaine.